Donc pour aller au plus concret et faire ça rapidement, une petite conférence qui s'est ajoutée un peu au dernier moment. On va parler. Je vais laisser la parole surtout à Thierry, Fanny et Gauthier pour cette partie de l'étude. Vous êtes peut-être pas au courant, il y a une étude qui est sortie la semaine dernière, c'est ça ? Une étude qui était une étude de longue haleine sur ce qui s'est passé, ce qui pouvait se passer, et une analyse des accidents qu'il y a eu, mortels ou non, sur l'utilisation du parachute de secours. C'est un document qui fait un peu moins de 30 pages, qui est hyper digeste et très lisible, que je vous invite à télécharger sur les enquêtes du BEA, c'est ça. Et on va le mettre aussi en lien sur le site de la fédération, et ça fera l'objet d'une communication particulière vers nos usagers, parce qu'on est les premiers concernés, hein, d'accord. On est tous conscients que l'ULM, c'est un peu le laboratoire de l'aviation. C'est dans l'ULM que naissent toutes ces technologies, et notamment le parachute de secours, hein, qui est né chez nous grâce à notre réglementation qui est super souple. Donc je laisse la parole aux professionnels et aux enquêteurs du BEA, et puis moi je suis là juste pour faire le lien. Voilà. Bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit, on n'a pas de présentation, hein, l'étude était sortie, on a décidé un petit peu, il y a peu de temps, de vous faire ce petit discours. L'idée, tous les ans, on a des accidents malheureusement mortels, où on se dit les conditions semblaient réunies pour pouvoir tirer le parachute et atténuer les conséquences de l'événement. Et il n'a pas été tiré, et dans nos enquêtes, c'était toujours un petit peu difficile de statuer pourquoi le pilote n'avait pas pris cette décision en vol de tirer le parachute, et de ce constat un petit peu de manque d'information, de manque de possibilité de l'expliquer. On a fait le cheminement inverse, on a essayé de retracer tous les cas de parachutes tirés qui ont fonctionné, sur lesquels on n'avait pas ouvert d'enquête. Et on a recontacté les pilotes après coup, alors des événements qui avaient plusieurs années, pour récolter leurs témoignages et essayer un petit peu de comprendre, eux, dans quel contexte et pourquoi, en fait, comment ils ont pris cette décision de tirer le parachute, qui est une décision quand même qui est pas facile en vol, et pour essayer d'en faire une synthèse. C'est ce qu'on a fait. Il y a une étude, une synthèse un petit peu de tout ce qu'on en retient. Et le côté récit qui est important, on a une annexe à cette étude, je vous invite aussi à lire, où il y a le témoignage intégral de toutes ces personnes qui ont tiré le parachute, qui ont eu cette expérience. Et l'idée vraiment de cette étude, c'était de partager avec vous, avec aussi bien les fédés, les organismes et les pilotes, toutes ces expériences vécues pour voir un petit peu quelles sont les clés qui les ont aidés à prendre cette décision en vol. Vas-y. Non, voilà. Alors, je vais en tirer profit, mais c'est pas moi qui décris cette étude, je tiens à le dire. Voilà. Et il y a plusieurs éléments, hein. Le premier élément, c'est, vous en doutez, il y a une notion de temporalité. On n'est pas dans les mêmes événements sur la panne moteur avec un petit peu de hauteur, du temps pour décider, quelque part, de construire son raisonnement, de construire son plan d'action, et la perte de contrôle un petit peu brutale, violente, inattendue. On est dans des temporalités complètement différentes, mais ce qu'on a vu de ces témoignages et qui était intéressant, quelle que soit la temporalité, le parachute n'a jamais été la première option. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment ressort. Si c'est une panne moteur, oui, on a plein d'acquis, on a appris à gérer une panne moteur, donc ça semble naturel que ce ne soit pas la première option. Mais aussi, y compris dans des pertes de contrôle qui peuvent être violentes, de type vrille, hein, je pense notamment aux vrilles, où c'est d'abord tenter de récupérer. Formé ou pas formé à l'abri, connaissant, ne connaissant pas la procédure, peu importe, le réflexe, ça va être quelque part d'essayer de sortir de cette perte de contrôle. Et voilà, du coup, c'est pas cette première option, et ça va demander du coup un changement de plan d'action quelque part, et ça, c'est compliqué. Il y a le côté stress, voire même la peur, hein. Beaucoup de pilotes nous ont exprimé vraiment une notion de peur.
Et dans ce cadre-là, changer de plan d'action, ça demande de l'énergie, de la disponibilité mentale et le contexte qui ne va pas forcément s'y prêter. Et la difficulté va vraiment quelque part être là, avoir un déclencheur pour arrêter d'essayer de sortir de la perte de contrôle. On a eu un exemple mortel où je me souviens plus, mais le pilote était vraiment très haut et il annonce sa vrille à la fréquence. Il est instructeur, il est formé, il forme les élèves au parachute et il a fait une chute de 5-6 000 pieds, je sais plus, en vrille, sans jamais tirer le parachute. Voilà. Et donc voilà, changer ce plan d'action dans un cadre de peur, etc. Voilà, c'est pas évident. Et on a essayé de voir un petit peu quels étaient les déclencheurs. Et on a des évidences et des éléments extérieurs. Une rupture en vol pendant une perte de contrôle, et quelque part, si le pilote en prend conscience qu'il y a une rupture de l'aile ou peu importe, il sait que quelque part il peut plus reprendre, et là ça facilite le process de tirer. Oui, complètement, pour enrichir un peu les propos déjà complets de Thierry et de toute l'équipe du BEA qui est avec nous aujourd'hui. Nous, en tant qu'instructeurs, en tant que pilote, il faut bien, et on en a parlé longuement avec Didier quand on était à la réunion, nous, il faut qu'on le voie sous le spectre de la formation. Vous savez, on est dans des compétences techniques et dans des compétences non techniques, et typiquement l'activation du parachute de secours, ça fait partie d'une compétence qui est non technique. Pourquoi ? Parce qu'on va faire appel à la conscience de la situation et à la prise de décision. Tout ça, si on ne les travaille pas en amont, d'accord, avec la préactivation mentale, avec le retour de la mémoire musculaire, où il faut répéter 700 fois un geste pour pouvoir le faire. Souvenez-vous, quand vous avez commencé à appris à conduire une voiture à boîte manuelle, et maintenant quand vous montez dans votre voiture, vous regardez plus le levier de vitesse, quoi. C'est fini. Maintenant, ça passe les vitesses, ça appuie sur le frein, etc. On est typiquement là-dedans, on est typiquement dans quelque chose qui est à creuser et à former. Et quand on lit l'étude qui a été faite, on est typiquement dans ce spectre du pilote qui a du mal à prendre sa décision parce qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe, ou il n'est pas en conscience de la situation. Et donc du coup, on est dans la stupéfaction, on est dans le je vais essayer de faire, on est dans tout ça. Ce qui a sorti, et c'est une étude, vous allez me le dire, il y a des pilotes qui étaient dans ce schéma et qui ont été sortis par un événement extérieur. Ça les a fait réagir, ils se sont dit putain merde, je suis où là ? Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand on prépare nos élèves à les éduquer, parce qu'on éduque, en même temps on est éducateur, formateur, voilà. Quand on éduque nos pilotes au parachute de secours, un levier qu'on a étudié, c'est il faut typiquement leur apprendre le geste, mais il faut aussi leur donner des séquences pour qu'ils soient en conscience de la situation, avec des plans d'action, comme le disait Thierry. C'est des cas concrets en se disant, dans tel cas, tu réfléchis pas, il y a une action immédiate, c'est le parachute de secours, parce que tu ne t'en sortiras pas. Clairement, quand on est sur une rupture structurelle, on a beau être le meilleur pilote du monde, la gravité te rattrape à un moment, et tu peux faire ce que tu veux, hein. Quand tu as une aile en moins, ça vole moins bien. On peut pas, voilà. Par contre, sur le coup d'une panne moteur, on peut piloter cette ouverture du parachute de secours, d'accord ? Où là, il va falloir être en conscience et prendre la décision au bon moment. On est d'accord que si je suis en vol de croisière, au FL100, que mon moteur s'arrête, il me reste un petit peu de temps quand même pour faire quelques actions et pas tirer le parachute au-dessus de Toulouse et poser à Marseille, quoi. D'accord ? Voilà, typiquement, en tirant, en épaississant le trait, c'est ça l'idée. D'accord ? La dérive sous voile, elle est énorme. Donc voilà. Et puis après, il y a tous les usagers qui vont croiser un type sous voile. Génial, quoi. Voilà. Bon, ça va créer un peu d'émotion, le contrôle, voilà. Donc l'idée c'est ça. Voilà. Pardon, j'étais un peu long. C'est exactement ça. Et derrière, pour finir, du coup, on a essayé de comprendre, au-delà des éléments extérieurs qui peuvent ne pas être suffisants, un petit peu tous les prérequis que le pilote avait en termes de connaissance du parachute. Forcément, voilà, il va falloir en amont avoir quand même une connaissance dans quelle situation le parachute est utile. Il y a ce côté geste répété, qui est ressorti des témoignages avec des pilotes déjà qui se préactivent à chaque prévol. Pareil, ça c'est vraiment important. Donc il y a ce côté formation, connaissance technique du parachute, connaissance de cas d'utilisation. Le côté qui est ressorti aussi, beaucoup de pilotes soit avaient vu des vidéos, soit connaissaient des pilotes qui l'avaient déjà utilisé. Voilà, cette appropriation qui était importante.
Et c'est tous ces éléments-là qu'on a essayé de faire apparaître dans cette étude pour que justement, derrière, des instructeurs, une fédé, puissent s'en saisir et essayer un petit peu d'améliorer. Parce qu'on a quand même eu des pilotes certains qui n'ont pas eu cet apprentissage dans leur formation de base. Et heureusement, ils l'ont acquis après, parce que ça les intéressait, parce que c'était un sujet important pour eux. Et ça a clairement joué le jour J dans cette prise de décision. Et ils sont encore là, ils n'ont pas été blessés pour en parler. Voilà, il y a cette appropriation avant. Et l'idéal, c'est de passer par une formation avec instructeur pour éviter d'avoir à se l'approprier en démarche uniquement personnelle. Et exactement, et dans la prochaine conférence qu'il va y avoir sur les instructeurs ULM, et à cette réforme qu'on a menée aussi tambour battant avec Didier et Benoît, et j'en oublie, des pilotes inspecteurs de très haut niveau, avec le bon cadre réglementaire, avec la bonne approche, on a inclus ça maintenant dans la formation de l'instructeur, cette approche du parachute de secours, des moyens de sauvetage secondaire qui sont mis à notre disposition, d'accord ? C'est vraiment des outils où il faut vraiment qu'on sache s'en servir parce que voilà, comme le dit Thierry, il faut savoir pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise et quel est le spectre large de l'utilisation. Là où il faut qu'on aille un peu plus loin aussi chez nous, c'est que on est amené à former des gens qui vont être pilotes propriétaires. Et on peut tout à fait acquérir une machine qui n'a pas de parachute et vouloir s'installer. Et quand on veut aller plus loin, quand on est instructeur, quand on veut former ses élèves, quand on veut vraiment sauver des vies, c'est d'appréhender aussi le montage du parachute, parce que la position de la poignée, elle est primordiale. Elle est primordiale. Il faut voir un peu une fédération dont c'est vraiment la vocation, la Fédération française de parachutisme. On n'a jamais vu un parachute, des poignées de parachute de secours dans le dos du sautant. D'accord ? Il peut pas aller les chercher. C'est pas dans son axe visuel. C'est pas musculairement possible d'aller chercher quelque chose qui est dans le dos quand on est centrifugé. Moi, je vous mets au défi de prendre cette poignée de secours et d'être à deux et de lui mettre juste à côté de l'oreille. Voir en combien de temps il va aller la chercher. Juste ça. Voilà, vous pouvez vous entraîner, la poignée elle est à disposition, donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment ça aussi. Nous, on a toujours ce petit plus qui fait qu'on est amené à former des pilotes qui seront propriétaires dans l'avenir. Et le pilote propriétaire, grâce à notre réglementation, il peut amener à installer lui-même son parachute de secours et donc éviter les petites erreurs. Il y a des écueils à ne pas faire. Ce serait dommage d'avoir un super parachute de secours et que la poignée de secours elle soit dans la queue. Voilà. On comprend bien que pour aller chercher la poignée de secours dans le bloc moteur ou alors dans l'empennage ou dans la profondeur, c'est un peu compliqué. Voilà. Fanny ? Alors, pour reprendre le sujet, vous avez ce petit dispositif qui est à disposition, d'accord, à Montpezat d'Agenais sur la base ULM Saint-Exupéry, mais ils l'ont eu uniquement pour le mondial de l'ULM. Donc vous pouvez aller essayer d'actionner, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de pyrotechnie, rien du tout, tout est safe. Vous pouvez aller les voir sur le stand et demander à actionner le système de poignée de secours sur le parachute de démonstration et pédagogique. L'idée, ce serait qu'on arrive à s'en doter un au niveau de la fédération, donc on va rentrer en relation avec les constructeurs pour en avoir un, et comme ça, quand on fait un peu le tour des chapelles, on va pouvoir prêcher la bonne parole avec un outil pédagogique qui est super bien, et comme ça, on pourra aussi sensibiliser à tout ce qu'il y a. Je rebondis sur ce que disait Thierry et ce que l'enquête ressort. En fait, on a un peu il y a des croyances qui s'installent dans le parachute de secours, par exemple. On pense qu'il faut 3 tonnes pour tirer la poignée. On pense qu'il faut tirer 18 km de câble. On pense qu'il y a plein de croyances qui sont installées par méconnaissance, par on-dit, voilà, parce que des fois on est amené aussi à dire une petite bêtise et des fois ça grossit. Donc voilà, il faut vraiment se rapprocher d'un instructeur, il faut vraiment lire cette étude pour vraiment reprendre contact avec la réalité sur le parachute de secours et sur tous les sites des constructeurs. Il n'y en a pas 50, ils doivent être 6 mondiaux je pense. Sur tous les sites des constructeurs, vous avez les données, les paramètres. Et donc du coup, tout ça c'est vraiment détaillé. Alors c'est souvent, très souvent même en langue anglaise, mais
allez voir par curiosité la taille, le training qu'il faut, hein, le poids qu'il faut pour tirer la poignée de secours, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est vraiment important. Mais Fanny, elle voulait nous dire 2 mots sur les témoignages que tu as recueillis, sur tout ça. Donc, vas-y, je te laisse partager. Oui, en annexe de l'étude, en fait, on a fait le choix de mettre tous les témoignages des pilotes. Donc, il y a 10 témoignages de pilotes qui font 1 ou 2 pages chacune, enfin, chaque témoignage. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que chaque pilote revient, explique son histoire avec le parachute, comment il a fait ses recherches personnelles en amont sur le parachute, pourquoi il avait envie d'avoir un ULM avec le parachute, ce qu'il croyait avant, ce que les instructeurs lui avaient dit, ce qui n'était pas toujours, il n'a pas toujours été formé à l'utilisation du parachute. On a beaucoup de recherches personnelles, beaucoup de personnes qui avaient regardé des vidéos. D'ailleurs, dans l'étude, il y a les liens vers les vidéos. Je vous invite à aller les regarder. C'est très parlant. Et ensuite, les pilotes expliquent aussi comment, finalement, sur une panne moteur ou sur une perte de référence visuelle, au départ, ils avaient l'idée d'utiliser le parachute. Et puis, petit à petit, je suis dans mon premier plan d'action et je continue. Et finalement, je pense plus au parachute. Ou alors je me dis, oh là là, mais est-ce que je sauverai pas si je tire le parachute, je risque d'avoir des dégâts. Et comment? En fait, on a du temps disponible, mais dans le cas d'une panne moteur ou dans le cas de perte de référence visuelle, on peut avoir un peu de temps. Mais finalement, on se fait très vite rattraper. Et on a plusieurs cas où c'est vraiment un élément extérieur qui les a conduits. Ils parlent de réflexe. Je reviendrai après sur la notion de réflexe, mais c'est la vue du champ de maïs, la vue de l'herbe, la vue de la cime des arbres. Et là, c'est vraiment au dernier moment, c'est trop tard, mais pas trop tard finalement, parce que finalement, ça leur a sauvé la vie. Et ce que je voulais compléter, c'est que pour les pertes de contrôle, il y a beaucoup de pilotes qui parlent de réflexe. Et en fait, c'est pas un réflexe, on n'est pas avec le réflexe de tirer le parachute. Ils parlent de réflexe parce que c'est quelque chose qu'ils ont répété, ils ont repéré où était la poignée, ils ont répété le geste de tirer, et au briefing, avant chaque décollage, ils se disent, tiens, dans telles conditions, je tirais le parachute, qu'est-ce que je fais? Je coupe le moteur, je tire le parachute, etc. Et en fait, on parle d'un réflexe, mais c'est quelque chose qui se renforce à chaque décollage, en fait. Oui, typiquement, et pour compléter une fois de plus tes propos, Fanny, qui sont très très complets, comme on a l'habitude avec nos amis du BEA, c'est ce qui est prégnant, ce qui est vraiment intéressant dans l'étude, c'est sur certains témoignages, on voit que le pilote arrive à construire mentalement des excuses qui fait que le parachute n'est plus la bonne solution. Et ça, c'est intéressant, de voir la construction mentale qui fait que, en fait, le parachute, le pilote aux commandes, au départ, il y a pensé en se disant « Ah ben tiens, je vais tirer le parachute ». Et puis, au fur et à mesure que les secondes passent, il arrive à déconstruire cette bonne idée pour en faire quelque chose qui pourrait être une mauvaise idée à la fin. Je vais abîmer ma machine, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Au club, j'ai passé pour un con, et puis comment on va venir me chercher sur le bord du champ? Enfin, vous voyez, l'humain, c'est une machine incroyable, mais on est aussi notre propre ennemi, en fait. Souvent, ce que je dis, et je le partage avec mes élèves, je lui dis le plus gros danger dans notre pratique, c'est nous. On est les plus dangereux. C'est pas le moteur, c'est pas le badin chinois, c'est pas ça. C'est nous le danger. Parce que cette déconstruction, elle est dans certains témoignages et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Et une fois de plus, la notion de réflexe, on en a parlé tout à l'heure, préactivation, tout ça, c'est possible parce qu'on l'a travaillé dans la formation, etc. etc. Et tous ces gestes que vous allez répéter, la bonne position de la poignée du parachute, et il faut juste qu'il arrive un événement, vous n'êtes pas spécialement conscient de votre situation à l'instant T, mais dans le circuit visuel, vous allez aller voir la poignée, ça va allumer une lumière et vous allez y penser, vous allez la tirer, vous sauvez votre vie. Si elle est dans le coffre, vous n'y penserez jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a DJ? Je savais. Notre DJ national qui arrive de l'océan Indien, je vous présente DJ Rivet. Oui, il y a un gros parallèle qu'on peut faire entre le parachute et l'utilisation du parachute et l'interruption volontaire du vol. La démarche, il y a quelques années, quand l'interruption volontaire du vol est devenue obligatoire dans l'enseignement, dans le certifié et dans l'ULM,
ça a été tout de suite de dire « Ah oui, mais mes élèves, je les ai bien formés, donc ils n'auront jamais se poser dans un champ ». Il a fallu que le BEA sorte un rapport il y a quelques années, qui s'appelait Objectif Destination, pour mettre en évidence que c'était la dernière porte de sortie possible avant le carton. Si j'avais oublié de me dérouter, ou si j'avais pas pensé, ou j'avais trouvé que c'était une mauvaise idée, c'est la dernière porte de sortie qui sauve. Et donc, il a fallu cette démarche et cette prise en compte dans la partie enseignement pour valoriser l'interruption volontaire, valoriser la décision comme étant une solution de sécurité et surtout changer la mentalité que les gens avaient vis-à-vis de l'IVV sur le fait que c'était un constat d'échec, que tout le monde allait se moquer de moi, qu'il allait falloir que je me justifie, et ainsi de suite. Là, il faut qu'on ait la même approche avec le parachute, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Le constat d'échec, le fait que mon instructeur, il m'a enseigné à me poser dans les champs, donc ça veut dire qu'il attend que je me pose dans un champ, même si les champs sont tout pourris dessous, même si je suis plus entraîné, je tirerai pas le parachute, parce que autrement, je vais passer pour un con. Et donc, il faut vraiment qu'on ait cette démarche pour rendre au parachute la même solution que l'IVV, c'est-à-dire quand je ne sais pas faire, quand je ne sais plus faire, je tire le parachute, au moins lui va me sauver, parce que lui, il sait tout le temps faire. Hein. Et ça, c'est important aussi, nous, en tant qu'instructeurs et en tant qu'autres pilotes, qu'on n'amène pas un jugement sur quelqu'un qui tire un parachute. D'accord ? On n'était pas dans la machine, c'est pas nous qui pilotions. Il n'y a pas de raison qu'on amène un jugement sur « moi, j'aurais fait ça » ou « j'aurais fait… » Non, tu n'y étais pas. Donc, ne dis rien. Voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Didier Rivet, pilote inspecteur océan Indien, avec qui on travaille sur plusieurs sujets depuis plusieurs années sur l'ULM. Effectivement, comme disait Didier, il ne faut pas qu'on apporte un jugement et on va monter une grosse conférence qui sera suivable en présentiel et distanciel avec le BEA, évidemment, sur cette étude où on fera une mise à l'honneur, si on peut parler comme ça, et des témoignages en direct des pilotes qui voudront bien venir parler de leur expérience, la partager, des gens qui l'ont vécu, d'accord ? Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui l'a vécu pour parler de son expérience et réussir à partager cette chose qui a été faite. Vous vous souvenez tous, il y a quelques années, de ce SR22 de l'école de l'air de Aix, de Salon plutôt, qui a tiré le CAPS du SR22, hein, c'est comme ça, c'est le CAPS, on appelle ça, le CAPS. Il faut savoir que l'armée de l'air, avant, dans ses procédures, c'était piloter jusqu'au bout et penser à l'éjection ensuite. Si vraiment il n'y avait plus rien à faire, il faudra penser à l'éjection pour essayer de sauver sa vie. La doctrine a changé. Le SR22 est arrivé avec ses procédures propres. Et donc, nous, on a eu la chance de recevoir le navigateur qui était dans ce SR22. Et il disait exactement ce que l'enquête dit, ce que nos enquêteurs disent, et ce que nos pilotes inspecteurs disent, et ce que la Fédérolay, c'est que la chose la plus dure, c'est de faire le constat que la machine peut encore voler, certes, mais c'est maintenant qu'il faut tirer le parachute de secours, parce que la procédure impose de tirer le parachute de secours pour sauver les vies. Il n'y a rien de plus cher qu'une vie. Un SR22, on s'en fout. Mais on sauve des vies, et 4 vies, ça n'a pas de prix. Voilà. Et il nous disait, le plus dur, nous, en tant que futurs pilotes de chasse, on a déroulé la check, telle lumière rouge s'est allumée, tel machin, c'est comme ça, CAPS. Et là, il s'est dit, oh, quand même. Et nous, on s'est volé quand même, non ? Et non. Voilà. Et donc, je pense que c'est cette culture qu'il faut amener en se disant, bon, ouais, voilà, il faut qu'on arrive à étayer des procédures, à mettre des cas où il faut avoir une ouverture immédiate. On ne réfléchit pas. Tel cas, c'est identifié. Et puis après, on peut avoir une ouverture pilotée en conscience de la situation, avec le bon process de prise de décision, et pas s'amener à dénigrer le parachute. Et quand on voit le maïs, on se dit, ah putain, merde, je suis vraiment dans la merde là. D'accord ? Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on amène. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Il y a Didier, il y a Théo, il y a Karine, et puis évidemment, il y a le BEA qui est présent. Et on a aussi le président de la MALG, monsieur Gilbert Guichenet, qui arrive là maintenant. Il est arrivé par l'entrée des artistes, comme on dit. Voilà, merci Gilbert d'être présent aussi avec nous. Et donc voilà, si vous avez des questions à poser aux inspecteurs,
à la MALG et puis au pilote inspecteur, c'est welcome, bienvenue, et ce sera avec grand plaisir. Pierre. Je rebondis dans ce qui a été dit sur l'IVV. Moi, je pratique beaucoup l'apprentissage de la panne en campagne. Hein. Pratiquement à chaque vol d'instruction, ça se termine par une panne moteur. Et puis pour se faire plaisir, un basse hauteur, hein, pour garder la main. L'IVV aussi, je rebondis dessus parce que je m'en sers beaucoup. Et des fois, j'ai des gens qui sont surpris, l'IVV, surtout des vieux, comme moi, hein, moi je suis vieux, des vieux instructeurs DFI, parce que dans le club, on a avion et ULM, qui entendent là, cet instructeur ULM parler d'IVV, interruption volontaire de vol, il est fou, il se pose dans un champ avec moteur ou sans moteur, je leur fais faire des atterrissages de précision sur le porte-avions 150 mètres. Oh, on me dit le porte-avions 150 mètres, oui, mais on sauve le pilote en apprenant au cours d'instructeur le porte-avions. Donc j'ai ça dans la tête et je suis devant ce simulateur de parachute. C'est bien ce que vous dites tous là. Et moi j'ai eu l'occasion, j'ai un jeune élève sur un Coyote. Je lui faisais une sortie de virage engagé, un peu musclé, et sa main a été sur la poignée rouge avant moi. Il était très jeune, il avait 30 ans, et la main était là. Il m'a regardé, mais je tire. Je dis non. Donc la différence de niveau, c'est important. Donc j'ai dit non. Donc il s'est tourné vers moi, il a retiré la main, et là il s'est attendu que je sorte de ce virage engagé. Donc je rejoins ce que tu disais, c'est cette notion de différence de niveau entre l'élève et l'instructeur. Donc ça me fait penser, ça serait pas mal de réfléchir sur une simulation de ces situations-là, les maïs, l'eau des pins, on le voit, hein. Trouver quelque chose pour simuler, toi. Tu es là, tu as un ruban qui pète, là. Simuler quelque chose. Dans une situation, il ne faut pas être dans une centrifugeuse, mais simuler, toi, c'est ce que vous dites là. Vous qui avez sauté en parachute ou qui avez eu ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire, Mathieu? Pour rebondir, ouais. Effectivement, en fait, on peut pas en formation tirer le parachute pour s'entraîner, etc. Donc on n'a pas ces cas-là. Par contre, il y a certainement des moyens de trouver des situations ou de mettre les élèves dans des situations où dire là, si tu es là et si tu as ce problème-là, c'est le moment en fait de tirer le parachute. Et c'est pour ça que les formations, même sur des simulateurs, sur des planches en bois, etc., c'est hyper important. Et aussi toutes ces histoires vécues, en fait, ou ces vidéos, ou ces témoignages, vraiment, ça permet aussi de se former et de comprendre les cas qui ne sont pas sur le papier avec juste t'es à telle hauteur et t'as tel problème, mais vraiment des cas concrets quand on parle de maïs ou de cime des arbres et tout, et quand on voit les photos, ça parle, en fait. Ça... Tout à fait, et j'ai laissé la parole à Didier, je l'ai vu arriver parce qu'on a les mêmes idées. Et pour le cas que tu citais, avoir un principe de simulation, oui, ça existe hein, déjà. Il y a certains gros constructeurs qui ont déjà des systèmes de simulation où ils mettent leurs clients dans des configurations et ils leur font faire le process de je tire ou je tire pas le parachute. Ça, c'est pour oui, ça existe, et c'est des gros moyens. C'est lourd en logistique, etc., mais ça existe. Effectivement, tu as raison, Pierre. Le deuxième point, et je pense que Didier va le compléter, c'est il faut toujours faire en sorte que, par exemple, dans ta situation ou dans une autre situation, il faut toujours faire un débriefing positif, en lui disant, tu vois, ce que tu as fait, là, moi, je maîtrisais la séquence de vol, pas de souci, mais le réflexe que tu as eu, c'est très bien. C'est très très bien parce que tu t'es senti hors de ton champ de compétences et c'était la bonne réaction qu'il fallait avoir. Et après, je passe le micro à Didier. On a tous fait des pannes moteurs et tu le sais, on en parle en réactu quand vous venez. Quand on a tous fait des pannes moteurs où l'élève il n'était pas dans la bonne configuration, etc., etc. Et pour rebondir sur ce qui est marqué dans l'étude et ce que Fanny dit, quand tu vas habituer ton élève dans une situation qui paraissait négative dans son process de formation à se dire ah ben j'ai loupé mon posé en campagne, tu vas lui dire ok, bon là on est d'accord, hein, tu as identifié, il y a une ligne électrique, le champ il est trop court, il y a une maison au milieu, puis la vache elle court, elle fait des droites gauche, donc là c'est fichu.
C'est quoi la dernière solution? Qu'est-ce qui te reste là maintenant pour de vrai, hein, c'est fini. C'est quoi la dernière solution? On est toujours en positivité, tu vois. Ce qu'il a fait, ok, c'est pas bon. Là, ta panne, on n'y est pas. Pour l'exercice de panne en campagne. Mais là, maintenant, tout de suite, il faut qu'on se pose. C'est quoi la dernière solution? Eh ben, parachute de secours, il le verbalise. Et tu lui dis, ok, comment tu ferais pour tirer le parachute de secours? Eh ben, je fais ci, eh ben, je fais ça. Et là, tu vas commencer à construire la petite maison parachute de secours dans sa tête. Je te passe le micro, Didier. Ouais, c'est exactement ça. Il faut qu'on évolue vers la formation par compétences. Donc, sur le cas du parachute et de la panne, il faut impérativement que les formateurs scénarisent quelle est la compétence qu'ils recherchent. Est-ce que c'est une compétence de pilotage de trajectoire pour se poser dans un champ? C'est bien, c'est ce qu'on fait tous, mais sauf qu'on fait que ça. Et qu'actuellement, on avait restreint la conscience du parachute à « j'ai mis en route, j'enlève l'aiguille, je reviens, je coupe le moteur, je remets l'aiguille ». C'était à peu près ce que les gens avaient en tête du parachute, sans jamais poser de questions derrière. Donc nous, en tant que formateurs, il faut qu'on scénarise quelle est la compétence qu'on veut développer et à des moments construire des scénarios sur lesquels le seul échappatoire, c'est le parachute. Et ça, c'est essentiel. Et derrière, bah, effectivement, j'ai raté mon champ. Oui, mais t'as encore un parachute. Et effectivement, où tu t'es englué dans un système à essayer de poser une machine dans un coin tout pourri, avec une météo de merde, avec un entraînement qui est pas bon, alors que tu aurais tiré le pépin et t'étais bon, t'étais sorti de l'angle. Donc il faut impérativement qu'on scénarise les choses. Dans le certifié, par exemple, je reviens au certifié, on a généré un conditionnement depuis des années sur le fait que les gens, on leur fait faire des pannes moteurs sur lesquelles le moteur s'arrête, je recherche la panne, je change le réservoir et le moteur repart jamais. Après, on s'étonne de retrouver des avions dans des champs avec un réservoir plein et un réservoir vide. Mais ça fait des années qu'on leur fait faire des changements de réservoir en leur disant « Garçon, tu changes le réservoir, le moteur repart jamais. Est-ce que si mon moteur s'arrête, je vais perdre du temps à changer de réservoir alors qu'il n'a jamais marché? La procédure n'a jamais marché. » Donc, dans l'instruction, on préconditionne des comportements qui sont négatifs. Et là, il faut vraiment qu'on change notre approche sur l'enseignement du parachute. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Moi je suis un utilisateur, bon j'ai un FK9, et à chaque fois que je pars en vol, je me pose toujours la question, bah, surtout quand dans la procédure on enlève l'aiguille, hein, à quel moment je peux utiliser ou je dois utiliser le parachute. Et en fait, c'est un conditionnement effectivement qu'il faut qu'on ait parce que, bon, moi je me suis déjà préparé, je me dis, j'utiliserai le parachute si je trouve pas le terrain adéquat pour me poser. Admettons, je suis en montagne, il n'y a pas de terrain adéquat bien souvent, ou l'avion n'est plus manœuvrant, voilà. Mais après, c'est toujours l'instant d'hésitation qu'on peut avoir sur l'utilisation du parachute. On doit attendre le dernier moment. Alors des fois, faut que ça aille très vite, quoi. Et puis on est un peu stressé en plus. Alors je vais laisser Fanny, Gauthier et Thierry répondre, mais dans l'étude qui est faite, tu vois des témoignages, et Fanny en a parlé tout à l'heure, il y en a qui ont déclenché le parachute de secours à la cime des arbres ou à la vue des tournesols, etc. Donc ça fait vraiment pas haut, tu vois. Moi je pense que il est bon de ne pas s'interdire de tirer le parachute, peu importe la hauteur qu'il est. Peu importe la hauteur. On a des exemples où effectivement le parachute, bon bah, tu vois, on a des exemples, un accident qui est connu malheureusement sur cette ouverture de parachute qui aurait pu sauver les vies, mais l'installation qui a été faite par le constructeur de la machine a fait que bah, malheureusement ça s'est mal terminé. Mais quand on prend, et après je laisse la parole à nos amis experts au BEA, mais quand tu prends le ratio parachute non tiré, vie qui aurait pu être sauvée, parachute tiré, vie qu'on a perdue, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a aucune question à se poser. Si tu dois tirer le parachute, peu importe la hauteur, tire le parachute. Après, quand il y a un constructeur
et ben lui il donne une hauteur de minimale en se disant si vous tirez à cette hauteur minimale avec telle énergie ou telle vitesse, le parachute il s'ouvrira. Mais c'est normal, le constructeur il est obligé de mettre des garde-fous, des caractéristiques techniques pour faire ci, pour faire ça. Mais en tant qu'utilisateur, en tant que formateur, en tant qu'instructeur, moi je lui dis écoute, même si tu vois l'herbe et que tu dois tirer le parachute, tire-le. Et je vais conclure sur un dernier exemple. J'ai un collègue qui est pas très loin, qui est sur le salon là. Il a tiré le parachute de secours pour s'arrêter au roulage. Il ne s'est jamais interdit de tirer le parachute. Il vole là-bas, là, vers dans le Larzac, là, tu sais, et ils ont des bonnes idées, c'est qu'ils entourent les champs de petites pierres, tu vois. Ils font des petits murs de pierre parce que c'est joli. Et lui, pas dans la campagne, il se pose, et quand il a posé, avec l'émotion, avec le truc, il est arrivé avec beaucoup d'énergie, et quand il a levé la tête, il a fait « Ah merde !» Ah oui. Il a tiré le parachute de secours, il s'est dit ça va m'arrêter. Il avait beaucoup d'énergie. Et effectivement, Laurent, qui est présent au salon là, ben ça l'a arrêté quoi. Tu vois. Donc ne jamais s'interdire. Donc je laisse la parole à Fanny ou à Thierry ou à Gauthier. Non, juste pour compléter sur ce que vous dites, quand vous dites on peut avoir des hésitations et tout. Alors ça c'est vrai si on est dans des événements où on a un petit peu de temps de réflexion. C'est ce que tu viens d'évoquer. Après, quand on est dans des cas de perte de contrôle, de départ en vrille, en fait, il faut absolument que la décision, à la limite, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais elle est prise avant. C'est-à-dire avant de décoller, on sait que si on part en vrille, si on essaye de récupérer, on récupère pas, hop, on tire. En fait, et c'est là où on parle pratiquement de réflexe, c'est telle situation, parachute, il n'y a même pas de processus de décision, de réflexion, et si je fais ci, et si je fais ça, ça doit vraiment être telle situation, je tire, point. Et après, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le stress, effectivement, en fait, dans ces situations-là, le stress, ça va faire qu'on va réfléchir un petit peu moins bien. On n'est pas derrière un PowerPoint ou en formation où on se dit, bah tiens, dans tel cas, oui et non. Donc en fait, on va avoir une pensée qui est beaucoup plus réductive et on va avoir du mal à changer de plan d'action. Donc c'est pour ça que tout ça doit être vraiment anticipé le plus possible. Tu vois, pour citer une liste non exhaustive de cas où le parachute il pourrait être tiré immédiatement, ce que tu dis, bah, évidemment, il y a la rupture structurelle. On en a parlé longtemps avec Didier lors des réacs. Rupture structurelle, collision aviaire, collision en vol. Tu vois, tout ça, c'est des cas où la santé du pilote, tu vois, si la machine elle sort de mon domaine de compétence, tu vois, tu peux être sensible à de très fortes turbulences, t'arrives plus à piloter la machine parce que t'es débordé émotionnellement, t'es tout seul à bord, t'as beau lutter, hein, arrivé à un moment, le corps il va s'éteindre, hein, donc bon voilà, tu vois, et c'est tout ça qu'il faut mettre en place dans nos formations. En tout cas, merci à l'équipe du BEA, à nos pilotes inspecteurs, mais surtout à vous, parce que cette étude, elle a été longue, elle a été difficile, il a fallu contacter chaque personne, et ça va à coup sûr, comme tous les rapports que vous sortez, ça va encore améliorer la connaissance, la compréhension et la conscience de la situation de nos pilotes qui sont équipés de parachutes. Et puis, c'est surtout que... Et pour conclure, quand un pilote a tiré le parachute de secours, ce qu'il faut se souvenir, c'est combien de vies derrière il a engendré. D'accord ? Quand je tire le parachute de secours alors qu'il m'est arrivé un incident en aéro et que je pose et qu'après j'arrive à générer une lignée avec mes enfants, mes petits-enfants, mais c'est ce nombre-là de personnes sauvées qu'il faut compter. Et ça, c'est important. Merci à tous. Bon appétit.